Record. C'est parti pour notre conférence vidéo du 17 décembre 2017. Et cette semaine, c'est un peu particulier parce que on a un invité spécial. Hein? Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé depuis la semaine dernière. On a un invité surprise cette semaine. Il est là, il est prêt avec nous. C'est Xavi. Xavi, juste pour vous dire, c'est un psychoneuroimmunologue, et tu me diras, Xavi, si je me trompe, mais bon, psychoneuroimmunologue. Non, c'est ça. C'est bien ça? Parfait. Très bien, oui. Juste pour vous dire, petite introduction sur Xavi, pourquoi on vous l'amène aujourd'hui. C'est un peu mon cadeau, moi, de Noël que je vous offre, parce que Xavi, je l'ai rencontré. Il faut savoir que j'aime pas dire mais on va dire qu'il y a, 5 hernies discales dans sur ma colonne vertébrale, donc j'ai 3 cervicales et 2 lombaires. Et il y a eu un moment dans ma vie où je me posais la question si j'allais encore pouvoir vous regarder les gens face à face avec la tête comme ça, parce que je me baladais un peu arrangé comme ça, parce que j'avais des cervicales complètement bloquées. Qui me descendait avec des engourdissements dans le bras. C'était incroyable. J'ai été traité, j'ai fait des IRM, j'ai vu des spécialistes. J'ai eu vraiment tous les traitements. Il n'y a rien qui fonctionnait. Ils en étaient rendus, les spécialistes, à me dire que j'allais... ils pensaient, en fait, m'amener à l'hôpital pour me retourner sur un lit d'hôpital, en fait, avec des poids attachés à ma tête pour agrandir ma colonne vertébrale et arrêter d'avoir la pression sur les disques, en fait, de ma colonne vertébrale. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, non, mais il doit avoir quelque chose d'autre. Et je suis tombé en faisant quelques recherches sur Internet sur Xavi, parce qu'à l'époque, il était physiothérapeute. C'est ça, kinésithérapeute. Kinésithérapeute, oui. Kinésithérapeute, mais pas kinésithérapeute comme la plupart l'entendent. Tu avais une méthode un peu spéciale. Tu me rappelles le nom, c'était la méthode... C'est la méthode Mézières. La méthode Mézières. Voilà, ouais. qui était déjà une vision de l'ensemble, en fait. C'était déjà dans un principe de, t'as mal là, mais c'est peut-être pas juste à cause de là. C'est ça, une vision globale, intégrale. C'était déjà dans une vision intégrale. Et les premières fois, j'arrivais chez Xavi, je m'étendais sur le lit. J'étais même pas capable de m'étendre, coucher sur le dos, la tête comme ça. C'était impossible. Ça me faisait trop mal, en fait. Donc, il fallait qu'il me mette une balle de tennis. En tout cas, il fallait qu'il me supporte le coup jusqu'à ce qu'il traite, en fait. Voilà. Et au final, il est arrivé à me soigner de plus en plus. Et depuis, on est devenus des amis. On est restés en contact depuis toutes ces années. Et avec tous les posts que je fais sur Facebook, Xavi a dit, on a exactement la même vision de la vie, la même vision de qu'est-ce que devrait être la vie dans notre société. Donc, on a discuté ensemble et on a discuté de comment il avait réorienté sa carrière. Et il m'a fait une présentation qui vraiment... Je me suis dit, vous devez voir cette présentation. Vous devez voir cette présentation-là parce que aujourd'hui, justement, on parlait de l'ensemble déjà quand il était kinésithérapeute. Et bien, aujourd'hui, il est psychoneuroimmunologue. Il va vous en dire plus sur qu'est-ce que c'est la psychoneuroimmunologie. Mais franchement, quand on parle de style de vie, quand on parle de stress que l'on a et de énormément de maladies, on va pouvoir justement le voir là, plusieurs maladies en fait qui peuvent être traitées par la psychoneuroimmunologie, et Xavier va vous en dire un peu plus sur son parcours à lui personnellement. Mais voilà, je voulais faire une petite introduction pour vous dire comment j'ai rencontré Xavier et son cheminement. Lui, il va vous le dire pourquoi il a tombé là-dessus. Et sur ça, Xavier, je te passe la parole. Et faut savoir que Xavier est catalan. OK? On rentrera pas de politique dans notre conférence aujourd'hui. On va éviter la politique. Pour une autre fois. Voilà. On va éviter la politique aujourd'hui, mais voilà, la présentation qu'il va vous faire, à la base, normalement, elle est en
catalan ou même peut-être en espagnol aussi, ou juste en catalan? Normalement, je l'ai en catalan, oui. Voilà. Et donc, il nous l'a traduit pour nous et va nous la présenter pour nous. S'il y a des petits soucis au niveau du vocabulaire et tout ça, je vais me permettre d'intervenir. Mais voilà, la présentation, c'est à lui. Et donc, je te passe à la parole, Xavier, et tu te lances et c'est parti. Merci à tous. Beaucoup. Merci à tous d'être là. Et vous pouvez interagir dans le chat. On lira vos questions et tout ça à la fin. OK? On va laisser faire. Mais si vous avez des questions, on va les mettez-les dans le chat. Et à la fin, je pourrai lire les questions à Xavier et donc tu pourras répondre sur la fin de la présentation. Parfait. Bon, d'abord tout, je veux te remercier, Mathieu, pour cette opportunité. C'est très gentil de pouvoir parler de ma passion. Et après, je veux m'excuser pour mon français. Ça fait très longtemps que je ne parle pas le français et il est un peu rouillé. Je vais faire tout le possible pour faire le mieux. Hein. Mais bon, c'est vrai que je vais un peu plus lentement que d'habitude parce que j'ai quelques mots que je me souviens pas. Ou de toute façon, j'ai ici un petit papier qui va m'aider un petit peu. Voilà, pas de souci. Alors, je fais ce que tu m'as dit, Mathieu. Sur share screen, ok. Allez. Configurer la présentation. Là, c'était... Oui, ok. Est-ce que tout le monde voit le partage d'écran de Xavier? Marquez-le dans le chat. Yes. Oui, vous le voyez? Parfait. Donc, tout est bon. Parfait. Bon, ben voilà, merci à tous d'être aujourd'hui. Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il y a pas mal de diapos. J'en ai comme 70, je sais pas si j'ai le temps. On va essayer, si j'ai le temps de finir, je le fais, sinon on va faire jusque là où je peux le faire. Hein? T'as tout le temps de finir, il n'y a pas de souci, t'as le temps de finir. Super. Bon, moi je m'appelle Xavi Roura, comme Mathieu a dit, je suis kinésithérapeute. Ça fait déjà depuis l'année 2000 que je travaille comme kiné. Et tout le monde sait à peu près ce que c'est la kiné. Et tout le monde a eu quelques fois des problèmes, comme Mathieu me disait qu'il avait des problèmes de dos ou quelque autre part du corps. Mais par contre, la psychoneuroimmunologie, pas tout le monde sait ce que c'est exactement. Et je vais essayer de faire une définition pas trop longue. Alors, qu'est-ce que c'est la psychoneuroimmunologie clinique? Dirons que c'est une nouvelle science qui relie tous les systèmes du corps. Elle naît de la nécessité de faire un contrepoint à la haute spécialisation de la médecine actuelle. Aujourd'hui, on a le problème que les médecins ils traitent ces spécialités très profondément avec son organe. Par exemple, un cardiologue, il travaille beaucoup avec, il connaît très bien le cœur. Un néphrologue, il connaît très bien les reins. Un psychiatre, il connaît très bien le cerveau. Mais normalement, je trouve pas que tous ces médecins, ils font une liaison, un lien avec tous les systèmes du corps. Et pour moi, c'est une très grande erreur qu'aujourd'hui, il y a pas cette vision intégrale, globale du corps. Pour moi, c'est très, très nécessaire parce qu'il y a beaucoup de maladies actuelles, modernes, qui irait, la solution pourrait être un peu mieux, beaucoup mieux, s'il y avait cette vision plus globale de la médecine actuelle, médecine conventionnelle. Alors, pourquoi j'étudie la psychoneuroimmunologie? Moi, je travaille comme kiné à Paris, Nogent-sur-Marne, et je gagnais bien ma vie. J'avais pas besoin de faire cette formation. Mais c'est vrai que à cause de problèmes personnels de santé, moi j'étais avec une fatigue exténuante, une fatigue extrême j'ai souffert pendant 10 ans une fatigue très très forte, très forte. Je me levais les matins tous les jours
fatigué et j'allais le soir dormir aussi très fatigué. Ça, c'était les 24 heures du jour pendant 365 jours l'année. Et à peu près environ 10 ans, c'est-à-dire presque toute ma jeunesse, j'ai souffert cette maladie, entre guillemets, chronique. Et voilà, à partir de ça, donc moi j'ai commencé les premières années d'être comme ça avec cette sensation de fatigue extrême. J'ai visité plusieurs médecins et les médecins ils me donnaient pas un diagnostic, ils me donnaient pas une solution à mon problème et ils me donnaient tous de la médication, ça oui. Hein. C'est-à-dire que ils n'allaient pas à la cause principale du problème. Euh, dans ces consultations, ils n'avaient pas le temps de visiter, ils avaient que 5-10 minutes. Ça, c'est un des grands problèmes. Quand je vais dans une consultation, beaucoup de médecins n'ont pas le temps parce que voilà, la santé, c'est le problème. Moi, je dis toujours, c'est pas le problème, c'est pas les médecins, c'est le système. Beaucoup d'entre eux, ils ont que 5-10 minutes pour patient. Ils n'ont pas le temps de faire une bonne histoire clinique. Alors, à chaque fois que j'allais chez un médecin, il me faisait un diagnostic ou pas, ou parfois il savait pas qu'est-ce que c'était le problème. Et voilà, mais il me donnait les médicaments, le cachet. Et voilà, là j'ai une liste parce que je me souviens pas. J'ai visité plein j'avais visité plein de médecins. J'avais visité un ORL parce qu'on me disait au début que peut-être c'était un problème de vertige à cause de l'oreille. Parce que moi, à part de la fatigue, j'avais des vertiges, j'avais des troubles cognitifs, j'avais une sensation ennuagé, hein, d'être un peu flottant. Voilà, ça c'est mes symptômes. Alors l'ORL, il croyait que c'était un problème de l'oreille. Il me donnait des médicaments pour l'oreille. Le traumatologue, il pensait que c'était un problème de cervical. Il me donnait des cachets pour ça. Un neurologue, j'ai fait des IRM parce qu'on croyait que peut-être il y avait quelque chose dans mon cerveau. Un ophtalmologue parce que puisque cette vision anormale que j'avais, il pensait que peut-être il y avait quelque chose ici, à ce niveau-là. Un cardiologue, il m'avait fait faire une preuve d'effort. C'est-à-dire que moi j'étais désespéré, je souffrais beaucoup et j'ai visité tous ces médecins dans les 2 premières années et aucun m'a donné une réponse. Il me donnait que des cachets. Voilà. Alors, bon, après, j'ai visité aussi des ostéopathes, kinés, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai visité un naturopathe, finalement, il m'a enlevé les 4 molaires parce qu'il disait que peut-être il y a un problème de circulation de l'énergie. Euh, j'ai fait de la thérapie crânio-sacrale. J'ai aussi allé à une clinique, la clinique du sommeil, pour voir parce que peut-être c'était un problème que je dormais pas bien. Dû à ça, peut-être c'était ça la cause de ma fatigue extrême. Non bon, finalement, les années passées et j'ai fini pour aller au psychiatre parce que bon, les gens, ma famille me disait que c'est peut-être un problème au niveau de psychiatrie. Voilà, j'ai fini dans un psychiatre. Et lui, il m'a mis une étiquette. Tout à l'heure, après on parlera des étiquettes. C'est un peu dangereux de mettre une étiquette à quelqu'un, mais j'ai eu l'étiquette de dépression majeure et il m'a condamné à prendre des antidépressifs pour toute la vie. Ce sont des médicaments très dangereux qui ont des effets très, très graves, des effets adverses, secondaires. Et moi, je les ai pris pendant à peu près 8 ans, 8 années. J'étais en train de prendre ces cachets. Et voilà, ça c'est un peu mon histoire. Je vous explique parce que c'est important de voir après tout ce que je vous expliquerai après de ça, de l'importance de faire, d'avoir un bon diagnostic avec les patients. Non? Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui avec les miens. Pourtant, quand on a un symptôme, on peut avoir un symptôme 1 fois, 2 fois, 3 fois, les cachets. Je suis pas contre les médicaments. Les médicaments, ils servent quand il y a quelque chose d'intense, qu'il faut le résoudre. Il faut y aller. Les cachets sont pour ça. Mais le problème, c'est qu'on les prend
d'une façon très très longue. Et après, quand on prend un cachet systématiquement à long terme, euh, on le bloque. C'est-à-dire, on est en train de bloquer un symptôme. Et quand on bloque un symptôme, il apparaît automatiquement un symptôme biologiquement plus fort que celui d'avant. Je mets un exemple. Quand on a un mal de tête, on a un mal de tête, c'est pas grave, on prend un cachet. Mais il faut qu'on prenne un cachet tous les jours parce qu'on a mal de tête tous les jours, il faut voir la cause de ce mal de tête. Il y a quelque chose qui marche pas. Mais à force de bloquer, automatiquement, il y a un autre symptôme qui apparaît. Par exemple, dans ce cas, le cas du mal de tête, on peut avoir une hypochloridie, c'est-à-dire l'acide chlorhydre. On sait que, par exemple, un anti-inflammatoire ou un antalgique, il peut on peut faire que l'acide chlorhydrique de l'estomac soit à chaque fois, il y en a de moins en moins, et ça peut donner une hypochloridie, par exemple. Quand on prend souvent, il y a le même effet. On bloque le symptôme et il y a un troisième symptôme biologiquement plus fort que celui d'avant. Par exemple, on peut avoir une anémie. Une anémie parce qu'à cause de ne pas avoir de l'acide chlorhydrique, on n'a pas une bonne absorption du fer. C'est un exemple, il y en a plein. Mais comment cette graphique, on peut voir comment un mal de tête peut devenir, on peut avoir par exemple une anémie pour dire quelque chose. Parce que on n'a pas fait une bonne histoire clinique dans la consultation pour voir où c'était le problème réel, la cause principale. Voilà, ici, c'est une liste des symptômes communs que moi, avec la psychoneuroimmunologie, je travaille, je traite. Bon, sûrement tous d'entre vous a eu quelquefois ces symptômes, ou un familial ou un ami. C'est assez commun. Mais que ça soit commun, ça ne veut pas dire que ça soit normal. Hein. Ça, ce sont des symptômes. Là, vous avez les maladies communes que je travaille. Voilà, beaucoup d'entre vous, vos amis ou vos familiers, sûrement ont eu une de ces maladies qui on appelle chronique. Chronique, bon, sachez que chronique, ça veut dire ce n'est pas pour toute la vie. Ça veut dire que c'est de longue durée. Ça, c'est important parce que ceux qui ont une étiquette de chronicité, souvent, on a cette façon de penser de ça sera pour toute la vie. Mais la plupart des maladies chroniques, si on les traite comme il faut, c'est pas pour toute la vie, c'est à long terme. Voilà, les maladies du monde occidental, j'ai mis, parce que si vous allez chercher vers là où il y a Mathieu, il y en a pas trop de maladies de ce genre hein, ici. Donc, voilà, dépression, psoriasis, vous les avez vus. Hein. Alors, ce que je disais des étiquettes, attention, c'est très dangereux les étiquettes parce que là, vous voyez en bas, c'est une personne, disons avec la vue en haut, on voit cette personne qui sort de la consultation du médecin et si le médecin il a eu que 5 minutes pour le visiter, il va sortir en regardant à gauche vers le cercle rouge, vers la chronicité, parce que peut-être il est rentré et le médecin il a eu peu de temps pour lui. Et il a dit, écoutez, vous avez cette étiquette, c'est pas fatigue chronique, fibromyalgie, etc. Et vous devez prendre des médicaments. Par contre, si ce même patient il rentre chez le docteur, le même docteur qui a la chance d'avoir du temps pour lui et de faire une bonne histoire clinique, il va peut-être sortir de la consultation en regardant à droite vers le cercle vert, vers la guérison. Hein? Parce que peut-être le docteur, il a su voir un peu toute son histoire de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, et peut-être il va pouvoir trouver la cause principale de cette maladie. Bon, là, j'ai mis deux diapos, elles sont en espagnol, je vous traduis, mais ça, c'est un exemple d'étiquette. Hein. C'est le docteur qui dit la douleur de votre jambe droite, c'est à cause de votre âge.
Et la personne âgée, il dit non, mais non, c'est pas ça, parce que mon autre jambe, elle a la même âge et elle me fait pas mal. C'est-à-dire, il faut faire attention parce que pas pour être âgé, pas pour être une personne vieux, il faut avoir mal. Sinon, toutes les personnes âgées qu'on voyait dans la rue à 80 ans, ils auront tous mal. Et c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Cette diapo, je l'ai mis parce que voilà, j'aime bien aussi. On peut pas faire un diagnostic avec des analytiques ou avec une épreuve complémentaire. C'est-à-dire, ce monsieur, ce docteur, il dit bon, ça va, vous n'avez rien, tout va bien. Et le patient, il va pas trop bien, comme vous pouvez voir sur l'image. C'est-à-dire, on peut pas faire les analyses confirment ou rejettent les hypothèses, mais on peut pas faire un diagnostic. Hein. Alors, pour moi, la génétique prédispose, mais elle ne détermine pas. C'est-à-dire que on peut dire que mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, il avait ça, et pourtant moi aussi j'ai cette maladie. Il y a rien à faire. Putain, j'allais dire, bon, je l'ai dit déjà. Je trouve pas le mot. Voilà, ils disent c'est une mauvaise chance. Hein, c'est une mauvaise chance. C'est ma génétique. Ben non, il faut savoir que la génétique prédispose, mais c'est l'environnement qui est primordial pour régler cette génétique. C'est-à-dire si on fait les choses n'importe comment, on verra maintenant. Pour moi, les piliers, c'est la nutrition, le mouvement, le stress. Et après, le rythme circadien, si on a un peu tout ça en ordre, l'environnement est bon, la génétique, elle s'active pas, elle ne s'active pas. Comme on disait, Voilà, quand on en a parlé ensemble, comme on disait, c'est ce qu'on dit de héréditaire, les maladies héréditaires, c'est comme tu dis, ça prédispose, la génétique prédispose, et souvent en fait parce que nos parents ont vécu comme ça, on va revivre la même chose, donc on va recréer le même environnement, et c'est ce qui va faire en sorte que ça va se développer également. Mais si on change d'environnement, on peut effectivement combattre tout ce qui est censé être héréditaire. C'est bien ça. voilà. Il faut pas croire qu'on est condamné pour avoir une génétique telle, comme ça. Hein. C'est très bien. Voilà, pour moi, alors, dans cette exposition, je vais parler surtout justement de l'environnement. La génétique, chacun a sa génétique, on n'y peut rien faire, mais l'environnement, on peut beaucoup faire. Et c'est sur ça qu'il faut travailler avec les patients chroniques, sur ces 4 piliers essentiels: stress, nourriture, mouvement, rythme circadien. Euh, je vais parler surtout de la nourriture et après du mouvement. Je ne sais pas si j'aurai le temps du stress et du rythme circadien. Bon, j'ai moins de diapos, mais je vais parler surtout de la nourriture. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, pour commencer, il faut savoir que l'épicentre des maladies actuelles, modernes, elle est aux intestins. Les intestins, le système digestif, c'est la frontière entre le monde extérieur et le monde intérieur. Oui. Presque tout rentre par la bouche, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les nutriments qui rentrent, il y a aussi les pathogènes qui peuvent rentrer, les virus, les bactéries qui peuvent rentrer aussi. C'est pourquoi le 80% de notre système immune, nos défenses, se trouvent dans les intestins. Pourtant, on peut penser déjà, si le 80% de nos défenses sont aux intestins, il faut peut-être faire gaffe. Il faut que notre système digestif soit bien. Il faut pas qu'on l'abîme parce que sinon, après, on aura plein de maladies. C'est ce que je disais hein, ici. Il y a un système commun de mucose qui relie l'intestin avec les autres mucoses du corps. Comme j'ai dit, l'intestin, c'est le 80% de défense. C'est énorme, 300 mètres carrés,
c'est si on prend un intestin, on l'ouvre et on le coupe et on l'ouvre, ça occupe à peu près comme un terrain de tennis. C'est très faux. Alors après, le 80% des défenses, après qui suit, c'est le reste, c'est le 15% des défenses. C'est quoi le 15% des défenses? Des mucoses comme les oreilles, le nez, la bouche, les poumons, tout ça est lié aux intestins. Et après, le 5%, c'est pour la peau, parce que la peau, c'est aussi, disons, une petite frontière entre le monde extérieur et le monde intérieur. Quand on fait une, je sais pas comment dire, une coupure, logiquement, après, là, il doit y avoir un système immune de défense qui vont être alerte pour s'il y a une infection. Mais c'est surtout l'intestin. Alors maintenant, on peut penser que si l'intestin ne va pas bien, on peut avoir, par exemple, on voit beaucoup dans nos enfants des otites, des bronchites. Oui, tout ça, c'est très très commun, très habituel. Commun, ça ne veut pas dire que ça soit normal. C'est pas normal. Mais on mange n'importe comment. Et les petits encore plus. À cause de nous. C'est notre faute. Voilà, ça c'est la muraille pour moi, c'est-à-dire les cellules qui s'appellent entérocytes, ce sont les cellules des intestins. Et là, je veux que vous regardiez, c'est que au lumen, bon, en haut, c'est ce qu'on trouve, c'est la microbiote intestinale, c'est un organe qui est très nouveau, qui dans l'évidence littérature scientifique maintenant c'est assez connu, mais avant c'était un peu pas trop connu, la microbiote, ce qu'on disait avant, la flore intestinale. La flore intestinale, la microbiote, ce sont des bactéries, des bonnes bactéries qu'il faut qu'elles soient, ces bactéries, hein. Mais après, quand on fait n'importe quoi avec la nourriture, le stress, etc., tout ça disparaît. Et cette muraille, c'est de l'intestin, ces cellules, c'est ce qu'on appelle une perméabilité intestinale. Ça devient perméable. Et si ça devient perméable, les pathogènes peuvent rentrer. Et ce qui est en dessous des cellules, là, ce qui est en dessous ici les cellules en bleu, c'est nos défenses, les cellules du système immune. Si tout va bien, si on mange correctement, par exemple, si on n'a pas trop de stress, le système immune, il travaille correctement. Mais quand c'est tous les jours qu'on fait ce que font la plupart des gens, c'est manger n'importe quoi, avoir le stress qu'on a, ces cellules du système immune deviennent folles et il y a une alarme constante. Hein. Et ici, il y a ce qu'on appelle l'origine d'une inflammation. Une inflammation, on en parlera tout à l'heure, mais une inflammation, c'est vraiment une inflammation quand on a une entorse de cheville, c'est normal et il faut avoir une inflammation. Mais l'inflammation doit être courte, intense et résolutive. Oui, c'est comme le stress. Mais le problème, c'est que cette inflammation aiguë, il faut pas la freiner avec des anti-inflammatoires. C'est pas le mieux. Mais après, le problème, c'est quand on a une inflammation silencieuse. Ça, c'est une inflammation silencieuse. Quand on est tous les jours, on attaque la muraille, il y a une inflammation silencieuse et c'est l'origine de plein de maladies. L'inflammation, c'est le dénominateur commun des maladies modernes. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il y a deux genres de pathologies. Les minoritaires, génétiques, on a vu qu'elles augmentent pas avec le temps, comme ça pourrait être par exemple le syndrome de Down. On n'en voit pas plus qu'avant. Par contre, il y a des pathologies majoritaires qui sont très alarmantes et elles sont in crescendo. Et ce sont toutes les maladies qu'on a vues dans les premières diapos. Hein.
Là, par exemple, cette graphique, on voit qu'à partir de 1950, toutes les maladies infectieuses ont descendu c'est très évident qu'elles sont descendues grâce aux antibiotiques, bien sûr. Moi, je dis toujours que les médicaments, il y en a qui sont très nécessaires, mais le problème qu'aujourd'hui, on les utilise en trop. Et voilà. Antibiotiques, après, bon, l'hygiène aussi. L'hygiène, il a fait que les, les, les maladies infectieuses, ils vont de moins en moins. Par contre, en même temps, parallèlement, les maladies, les désordres des maladies immunes, auto-immunes et beaucoup d'autres maladies qu'on a vues avant, elles sont en train de monter spectaculairement. C'est très clair. Et pourquoi c'est pas un problème de génétique, c'est un problème de l'environnement parce que en 1950 ou avant, les gènes étaient les mêmes. Ok. Voilà. Alors pour moi, moi j'ai fait cette graphique pour que vous voyez que en fait, bon, vous voyez la couleur bleue surtout, mais je vous dis qu'il y en a trois. Il y en a trois de couleurs. Euh, c'est-à-dire, c'est là l'histoire de l'humanité. Dans notre histoire, on a eu un 95% du temps qu'on est être humain, on a été dans le paléolithique. On a vécu dans le paléolithique. Et après, il y a eu deux grandes transitions dans notre société. C'est la révolution agricole avec l'introduction des céréales et des laitages. Et la révolution, c'est à peu près, j'ai noté ici, voilà, c'est le début de la récolte et le début d'une malnutrition et de beaucoup d'infections aussi. Hein. Ça fait pas même pas 10 000 ans, pas encore. À côté de millions d'années qu'on habitait comme chasseurs-récollecteurs, c'est rien. L'époque néolithique, ça fait très peu de temps qu'on a introduit ces produits-là, par exemple, comme les céréales ou les laitages. Et après, il y a même pas 200 ans, tout le monde, on est d'accord que la révolution industrielle, c'est synonyme de maladie. Tout ce qui est des produits raffinés, sucre, ok. C'est l'introduction de créations propres que l'être humain a introduit comme une création, des créations trop nouvelles. On n'est pas habitué, on n'a pas eu le temps de s'habituer. En gros, les gènes, ça prend énormément de temps à se modifier, à se changer. Et l'évolution et tout ça est arrivé très, très rapidement. Entre la partie bleue, quand on regarde la barre qui est tout en bleu et qui est l'évolution de l'humain, en fait, dans un système paléolithique. Et quand on voit le petit morceau d'orange qui a été le néolithique, donc révolution agricole, et le gris qui est simplement les 200 dernières années, qui est en fait comparé à l'histoire de l'humanité. La révolution industrielle, elle est rien. Et dans la révolution industrielle, on a vu énormément de maladies apparaître, dû probablement à justement ce changement de vie qui est pas dans nos gènes, en fait. Parce que nos gènes n'ont pas eu le temps de s'adapter. Absolument pas. Quand on compare les gènes, ça prend énormément de temps avant de se modifier. Voilà, voilà. Et on parle aussi de tout ce qui est pesticides, insecticides, c'est-à-dire ce sont des produits qui altèrent nos hormones. Hein. C'est comment dire, voilà, c'est un problème pour notre système immune. Nos défenses, ils font comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas l'habitude de voir tout ça. C'est trop nouveau. Voilà. Là, je veux vous parler des récepteurs nucléaires parce que pour moi, c'est important quand on a une cellule. Les cellules ont des récepteurs. Ces récepteurs, il y en a beaucoup qui sont dans la membrane, sur la membrane. Mais après, il y a des récepteurs qui se trouvent au noyau. Oui, au noyau. Juste au centre, là où il y a l'ADN, où il y a nos gènes. Alors, comme je disais, c'est pas si important l'ADN.
mais c'est important ce qui régule, ce qui module l'ADN. Et juste dans le centre du noyau des cellules, nous trouvons surtout ces 5 récepteurs que je vous expose ici. Je commence à droite, PPAR, c'est le récepteur pour les acides gras polyinsaturés, les oméga 3 fameux, célèbres, oméga 3 qu'on trouve dans le poisson bleu. Il faut penser à ça. Le poisson bleu, c'est la graisse qu'il y a au poisson bleu. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'humanité, on a mangé du poisson bleu et ça reste dans nos cellules, ça module nos cellules et notre ADN. Quand on parle poisson bleu, est-ce que tu peux donner des exemples de ce qui est considéré comme poisson bleu? Ouais, en français, je sais pas. Les anchois, ouais. Est-ce que tu Les me disais anchois, par exemple. le poisson qui sent vraiment le poisson, c'est ça? Le poisson, oui, vous saurez ce que je veux dire. C'est le poisson qui est plus fort du goût, de goût. Je dis poisson bleu, je sais pas en français. J'ai fait la traduction de pez blau, pescado azul en espagnol, pez blau en catalan, poisson bleu. On dit bleu parce que c'est vrai qu'il a une petite couleur un peu plus forte que le poisson blanc, on dit. Ce sont des poissons, bon, pas seulement les petits, le saumon, le thon, ce sont des poissons bleus aussi. Ce sont des poissons qui ont thon, un goût. Anchois, sardines. Sardines. Ouais. Il y en a plus, mais je connais pas le nom maintenant en français. Mais si vous regardez à Google, vous trouverez un poisson bleu, vous trouverez. Mais c'est un poisson qui a un goût très fort. Pas tout le monde aime ce poisson. Moi, j'adore, mais pas tout le monde. Voilà, la graisse de ce poisson, c'est très, très importante. C'est un anti-inflammatoire très potent, très puissant. Voilà. Et c'est parce qu'on a vécu pendant des années, des millions d'années avec ça. Le deuxième, c'est un récepteur pour l'acide rétinoïque. C'est la vitamine A. Où est-ce qu'on trouve la vitamine A? On la trouve dans les viscères. Justement, c'est de la graisse aussi. C'est on était je sais pas comment on dit en français. C'est pas grave. On a mangé toujours aussi dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu on mangeait des viscères. Voilà, c'est simple. C'est ce qu'on a eu pendant des années, des milliers d'années. C'est ça qui module nos cellules. Le troisième, c'est la vitamine D. Un récepteur pour vitamine D, on trouve surtout dans le soleil. C'est le soleil. Le soleil, il a été toujours. Même quand, à l'époque des mammouths, il y avait le soleil. Alors, c'est très important. Après, on en parlera si on a le temps, mais le soleil, il y a beaucoup de bénéfices avec le soleil. Il faut sortir. Il faut sortir à l'extérieur. D'accord? Sans le soleil, les gens, ils ont peur de se brûler, mais c'est parce qu'on ne fait pas bien les choses. C'est parce qu'on est 11 mois à l'année enfermés entre 4 murs. Et puis après, le mois d'août, nous sortons, on s'expose là-bas tout le matin, on se brûle. Voilà, et après, on a le cancer. Bon, peut-être il faut faire les choses d'une autre façon. Il faut s'exposer au soleil pendant toute l'année, un peu. C'est vrai qu'avec les jobs qu'il y a aujourd'hui, de 40 heures par semaine, c'est difficile bon, pour tout, hein, pour l'exposition au soleil, pour bouger, pour faire l'exercice physique. C'est pas facile. On en parlera tout à l'heure. Après, le quatrième, c'est un récepteur pour les hormones stéroïdes. Stéroïdes, c'est-à-dire les estrogènes, les androgènes, tout ce qui est hormones sexuelles. Voilà. Ça dépend du cholestérol. Il faut avoir du cholestérol pour pouvoir avoir ce genre d'hormones. Et la vitamine D aussi, ça dépend du cholestérol. Hein. Et le dernier, c'est un récepteur pour les hormones thyroïdiennes. La thyroïde dépend de sélénium, iode, zinc. On trouve surtout dans les fruits de mer. Hein. Une autre fois, ce sont des choses
comme récollecteur, on mangeait des coquillages, tout ça. Voilà. Alors, ce sont des substances très importantes pour nous. Il faut qu'on les mange, la plupart. Après, je veux que vous remarquiez que les trois premiers, la vitamine, bon, les deux premiers, c'est de la graisse. Et les deux autres, c'est le cholestérol qui c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi beaucoup de médecins ou pourquoi beaucoup de nutritionnistes, on nous dit il faut manger sans graisse, non? Ou le cholestérol est mauvais pour la santé. C'est faux. C'est tout à fait faux. Le cholestérol est vital et il est nécessaire pour la santé. Hein? Ok. J'en parlerai plus tard aussi. Pourtant, mon premier pilier, c'est l'alimentation, la nourriture. La nourriture est un modeleur épigénétique très puissant. Et cette photo, pour moi, c'est génial parce qu'il y a tout. Vous avez le poisson, la viande, les légumes, les fruits. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on mangeait? Bien, il faut manger ce qu'on a mangé la plupart de notre histoire. C'est du poisson, fruits de mer, fruits, légumes, tubercules, viande qu'on chassait, la charogne, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, les œufs, de l'eau minérale. Tout simplement. C'est quoi ça? Un ingrédient. Il faut chercher les aliments qui ont un seul ingrédient. Quand vous allez au supermarché, il y a des produits, on peut pas dire aliments, ce sont des produits raffinés qui ont plus de 3 ingrédients. Au supermarché, on n'en trouve pas trop d'aliments comme celui-ci, avec un seul ingrédient. C'est ce qu'il y a dans la nature, c'est tout simplement, c'est ça. Si on mange ça, tout va bien. Alors, voilà, toutes ces substances ont été au cours de l'évolution. Ce n'est pas une coïncidence. Ok? Ici, on voit le cerveau humain. Plus de 60% du cerveau, c'est de la graisse. Je ne sais pas si vous avez eu, j'espère que non, un cerveau sur vos mains, mais cerveau humain, j'espère que non. Moi non plus, hein. Mais ça a l'air d'être gélatineux, non? Il y a de la graisse. Et voilà, DHA, c'est oméga 3 du poisson. Et il faut que la graisse, on verra tout à l'heure, mais c'est très important pour des troubles cognitifs et d'autres choses. Après, ben voilà, on a vu ce qu'on mangeait et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ben des carbohydrates raffinés, c'est des pâtes, du pain, sucre, tout ça. Viande sédentaire, ça veut dire c'est la viande des animaux qui bougent pas, comme nous. C'est des animaux qui sont enfermés, qui bougent pas. Alors, la qualité de cette viande, cette chair, c'est pas l'idéal. Il faut trouver une viande qui bouge, hein, qui bouge. Puis on mange encore plus de carbohydrates raffinés et une tartelette de dessert. Voilà. Et ça, c'est tous les jours. Et on fait n'importe quoi. Et notre système immune, qui est en 80% dans nos intestins, il souffre de partout. Et on a des maladies de partout. Et on ne boit plus de l'eau. On boit du coca, c'est du sucre. Alors pour moi, cette pyramide qui est inventée, l'a inventée, c'est le département d'agriculture des États-Unis. C'est faux, ça, c'est n'importe quoi. Bon, il y a beaucoup d'intérêt ici, hein, dans cette pyramide. Beaucoup d'argent, voilà. Pourtant, les ultraprocessados, c'est quoi? C'est les raffinés. Les raffinés, ben, vous le savez, hein, c'est le sucre raffiné, le sel raffiné, levure, la farine de blé, les huiles végétaux raffinées, additifs, conservants. Ici, vous avez les 15 pires ultra raffinés que sûrement vous connaissez tous.
c'est bon, hein. Voilà. On a tous mangé ça, hein. Mais c'est horrible. Moi, c'est ce que je mangeais, hein. J'ai mangé, pendant 30 ans, j'ai mangé ça. Allez. Dites-nous dans le chat ceux qui reconnaissent des aliments dans ça ici, là, ceux qui reconnaissent des aliments qui ont énormément mangé. Si tu peux revenir à la slide juste avant. Ceux qui reconnaissent entre Coca, jus du genre du Daily 5 ou des choses comme ça, la pizza, du pain, des céréales, des jus de fruits, mais fait de concentré, mais avec plein de sucre ajouté, tout ce qui est chips, Doritos, tout ça, les biscuits qu'on mange, les cookies, en fait, comme on dit en France, tout ce qui est croissant, pain au chocolat, les 4 quarts, comme on y mange en France, les céréales, donc, et puis en veux-tu en voilà, là, il y a des produits qu'on mange tous les jours, les barres de chocolat, et puis tout ce qui est vinaigrette et tout ça, et donc mayonnaise, machin, donc tout ce qui est censé être des produits qu'on trouve partout aujourd'hui dans le supermarché, dans notre alimentation, on va dire, quotidienne. Ouais. Donc, dites-nous dans le chat ceux-là qui se reconnaissent dans tout ça. Oui, malheureusement, mon petit déjeuner, c'était des céréales avec du lait. Je mangeais plein de pain, de pizza, de coca tous les jours. J'avais une addiction à coca. Il faut dire que ces produits, ça inflamment. Ce sont des calories vides. Parce qu'on peut avoir des calories, par exemple, quand tu prends du miel, ce sont des calories, mais quand même, au moins, il y a des minéraux, des vitamines. Il y a plein de choses qui sont bénéfiques. Mais ici, ce sont des calories vides. Il n'y a rien, il n'y a aucun nutriment. D'accord? Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des maladies typiques d'adultes. On trouve des enfants à 10, 12, 13 ans qui ont des maladies typiques d'adultes. Obésité, diabète, c'est horrible. Mais voilà, c'est très... Juste pour dire que je mangeais 4 toasts tous les matins jusqu'à ce que je vois ta présentation et j'ai arrêté mes 4 toasts le matin. Je suis beaucoup moins fatigué. En fait, j'ai pas ce moment de down dans ma journée à un moment donné. Et la seule chose que j'ai changé, c'est ça, c'est arrêter de manger mes 4 toasts de pain tous les matins, en fait, avec plein de sucre sur le dessus, bien sûr. Donc, juste en ayant arrêté ça. Ouais. Je vais en parler tout de suite. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, des produits raffinés qui ont commencé à être présents dans la révolution industrielle. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, hein, que c'est synonyme de maladie. Et après, il y a un peu plus on peut avoir un peu plus de discussion avec le blé, avec le pain, par exemple. Je sais peut-être, bon, je sais pas s'il y a quelqu'un de France ici, mais tu m'avais dit qu'il y avait quelqu'un de français. Toi aussi, Mathieu, tu as vécu à Paris. C'est difficile de leur dire que le blé, le pain, la baguette, c'est pas bon, et que les laitages, comme le fromage français, c'est pas bon non plus. Bon, je suis désolé, mais voilà, le pain, le blé, il a beaucoup chez nous on dit antinutrientes. Antinutrientes, la traduction, ça serait antinutriments. C'est comme des toxines. On trouve des toxines dans le blé. Et aujourd'hui, c'est la mode, on en parle beaucoup du gluten, mais le gluten, c'est une toxine. Il y en a plusieurs. Maintenant, tout le monde fait du pain sans gluten, des pâtes sans gluten. C'est pas la solution parce qu'on trouve d'autres toxines dans les céréales. Alors, on trouve le gluten, par exemple, ça augmente beaucoup la perméabilité intestinale. Ce que je vous montrais tout à l'heure, la muraille. Ce que fait le gluten, c'est de ouvrir cette muraille. Et les pathogènes qui rentrent sans arrêt, le système immune, ils peuvent pas avec tout ça. Parce que moi, je dis toujours, le problème, c'est pas de manger un jour un sandwich. Le problème, c'est qu'on est en train de manger 5 fois par jour, tous les jours, le petit déjeuner à moitié du matin, à midi, tu vois, c'est tous les jours. Voilà, c'est le problème.
Si on mange de temps en temps, c'est pas un problème. Mais après le gluten, il y a aussi il y en a, je vous dis il y a la lectine, c'est un irritant puissant qui détruit les entérocytes, c'est-à-dire qui détruit les cellules. Et après, il y a une substance qui s'appelle acide phytique qui empêche l'absorption des minéraux. C'est-à-dire que par exemple, le fer qu'on mange, on l'absorbe pas parce que il y a cette substance toxique dans le blé qui empêche de cette absorption des minéraux. Alors, bon, voilà. Quand je trouve des patients avec des anémies, on peut penser, est-ce que peut-être il y a une irritation dans les intestins importante, non? Voilà. Alors, ça, c'est un peu ce que c'est l'effet que Mathieu a trouvé quand il a levé ses toasts. Là, voilà, je vous montre. C'est-à-dire que le normal, c'est hambre, ça veut dire faim. Le normal, ça devrait avoir faim. On devrait avoir faim quand on est à 82 milligrammes par décilitre de sucre en sang. On parle de hyperglycémie quand on monte par-dessus. Et quand on mange des produits que je vous ai parlé, tout souvent, on fait cette montagne russe, hein, qu'on dit. C'est-à-dire qu'on monte, on descend, on fait une hyperglycémie et une hypoglycémie réactive et on a la sensation de faim. Très souvent, il faut qu'on mange tout le temps, 5 fois par jour. Mais c'est un faim que je dis, c'est pas réel. C'est un faim que si je vous donne une salade, vous la voudrez pas. Vous avez envie de cookies. Là, alors ça, c'est pas faim. Ça, c'est une hypoglycémie. Vous êtes à 105 mg décilitre de sucre en sang. C'est pas faim réel. C'est une hypoglycémie réactive à cause de l'hyperglycémie que vous avez eue avant. Et vous avez besoin de sucre. Voilà. Quand vous commencez à manger bien, avec des aliments, vous n'avez pas ce besoin de manger si souvent. Et je le sais parce que moi, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Et bon, il faut dire que j'ai maigri 15 kilos sans vouloir. C'était pas mon but de maigrir. Parce que bon, voilà. Attention, Alors, il y en a qui vont te demander plus d'infos. Okay. J'en parle un peu plus tard de l'obésité si vous voulez. Mais bon, je vous avance que les diètes, c'est n'importe. Aujourd'hui, pourquoi il y a 1000, 2000, 3000 diètes? C'est parce qu'elles fonctionnent pas. Les diètes, c'est synonyme de restriction. Notre cerveau, il ne comprend pas qu'il doit y avoir une restriction. Quand on mange, il faut manger ad libitum, jusqu'à la satiété. Il faut manger beaucoup. Mais il faut manger des choses bien. Voilà. On en parle après, un petit peu aussi. Bon, là, c'est juste pour voir que la maladie de la cœliaquie, ça a augmenté aussi à partir des années 70. Voilà. Et la génétique, elle est toujours la même. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que la cœliaquie, elle augmente comme ça? Il faut dire que le docteur Alessandro Fasano, c'est le directeur du département de nutrition pédiatrique de l'hôpital de Maryland. Il dit que le gluten n'est digeste par aucun être humain. C'est-à-dire que c'est pas que les gens qui ont la cœliaquie. Il y a ce qu'on appelle l'intolérance. Intolérance au gluten. Cœliaquie, je pense que j'ai cherché sur Google cœliaquie. Je pense qu'en français, je sais pas comment ça se prononce, mais cœliaque. Et c'est effectivement une intolérance au gluten. C'est ce qui est de plus en plus populaire. On le voit arriver. C'est de plus en plus populaire maintenant aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus intolérants au gluten dû à justement un intestin très, très affecté, en fait. Ça se prononce cœliaque. Cœliaque, merci. Cœliaque. Merci, Marie-Michel. De rien, merci. Voilà. Après, bon, donc comme je vous ai parlé du blé, je vais parler un petit peu pas trop du laitage. Je parle un peu par-dessus, mais voilà, c'est la vache qui fait cette non, comment c'est possible que
voilà, vous êtes les seuls, les êtres humains, vous êtes les seuls que vous buvez du lait après le, je sais pas comment on dit quand on est petit. Après être sevré. Quand sevré. Après être sevré, ouais. Je veux dire, tous les animaux, tous les mammifères arrêtent de boire du lait et passent à l'eau au moment où ils sont sevrés, après le sevrage, en fait. Sauf l'être humain Voilà. qui, lui, continue à boire du lait et en plus du lait d'un autre animal et non pas de sa mère, en fait. D'un animal qui fait quelques kilos de plus que lui. Quelques kilos. Et qui est destiné à un veau qui prend à peu près 100 kilos en l'espace de 6 mois. Exactement, exactement. C'est pourquoi la raison de bien beaucoup de maladies. Voilà, c'est un accélérateur du cancer de prostate parce que tout ce qui est hormonal, les hormones des estrogènes qui se trouvent dans le lait, ça n'a rien à voir avec les hormones que nous on a besoin, les humains, l'être humain. Au contraire de ce qu'on pense, l'ostéoporose, par exemple, tous les gens, normalement, les médecins, les nutritionnistes te disent il faut boire du lait pour le calcium. Ben, écoutez, c'est le contraire. Quand on boit beaucoup de lait, il y a pour plusieurs raisons, mais une raison c'est qu'on acidifie le sang. Ben, il y a plus d'ostéoporose et de fractures. Ce sont des maladies qu'on trouve pas dans le monde qui n'est pas occidental. Hein. Et après, bon, ils augmentent le risque de développer diabète et sclérose en plaques aussi. On en parle beaucoup ici en Asie, justement, et les Asiatiques boivent pas de lait et il n'y a pas d'ostéoporose ici. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà, ils font beaucoup d'argent aussi. Alors, ça, ce sont les carbohydrates. Je veux que vous remarquiez qu'en gris, ce sont des produits raffinés d'aujourd'hui, hein, des modernes. Tandis qu'en blanc, ce sont les ancêtres, les aliments qu'on a mangés toute la vie. C'est la différence de densité de carbohydrates. Hein, la carga glucémique, la charge, je sais pas comment dire, charge glycémique, c'est-à-dire que ils ont une réaction de hyperglycémie en sang beaucoup plus forte, les produits actuels, modernes, que les ancêtres. Hein. Et voilà, mal adaptado, ça veut dire qu'on n'est pas adapté à l'environnement. Les gènes sont les mêmes. À gauche, on a une fille qui n'est pas adaptée à l'environnement. Et à droite, ce sont des tribus de chasseurs-récollecteurs qui, sûrement, pour manger, ils doivent faire des kilomètres pour trouver du manger. Voilà, marcher de kilomètres, ça veut dire, dans notre monde moderne, c'est faire du sport, activité physique. Voilà. Ça, c'est... Voilà, il faut pas faire des diètes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça n'a pas de sens de faire des diètes. Il faut qu'on mange ce qu'on a mangé dans toute l'évolution de l'humanité. C'est le message. Là, je voulais que vous sachiez, bon, j'ai mis cette phrase, nous sommes l'espèce que nous connaissons le mieux en matière de nutrition et celle dont nous mourons le plus. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de décès pour excès de manger que pour faute de manger. Ouais, vous comprenez? Je sais pas, Mathieu, si la phrase elle est bien écrite en français. J'ai fait une traduction Google. J'imagine, ouais, que ça veut dire, ouais, nous sommes l'espèce qui en connaissons le plus du côté de la nutrition, mais on est celle qui meurt le plus dû à cette mauvaise nutrition également. Exactement. Et là, je veux que vous regardiez cette vidéo. C'est une vidéo de l'évolution de l'obésité dans tout le monde. Ici, on commence à l'année 1975. Tout va assez bien. Les couleurs sont blanches et jaunes. Et vous verrez qu'à fur et à mesure que passent les années, à partir de 75,
comment tout ça change. Voilà. C'est affreux. Hein? Bon. Ouais, c'est fou parce que de voir l'évolution comme ça de genre, il n'y avait pas d'obésité quasiment dans le monde au début de la vidéo et à la fin de la vidéo, on est rendu avec du mauve, plus de 30% de la population est obèse et du rouge est foncé. Et voilà, tu sais, dans plusieurs pays, plus de 20% de la population est obèse. Donc, c'est assez impressionnant de voir l'évolution. Voilà, c'est de pire en pire. Je ne sais pas le futur, comment ça va être. Moi, je dis toujours que quand j'étais dans ma classe, quand j'allais à l'école, il y avait une personne obèse dans ma classe. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants qui sont avec obésité. J'ai des familiers je sais pas comment dire, des neveux qui ont 10 ans et la plupart pas la plupart, mais la moitié de la classe, ils ont obésité. Hein. Et je veux dire que l'obésité, le problème, c'est pas l'obésité, c'est pas l'esthétique, c'est pas l'extérieur. Hein. Il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. C'est très grave. Ok, ici, c'est pour que vous voyez que, en fait, ce sont deux tribus très différentes qui existent aujourd'hui, les Kitawa de Papouasie-Nouvelle-Guinée et Inuit à l'Arctique. C'est-à-dire que ce que je veux dire avec cette diapo, c'est que c'est pas, à droite, ils mangent 70% de protéines animales, à gauche, ils mangent 72% de carbohydrates, mais des carbohydrates, des fruits et des légumes, des aliments en vrai, et aucun d'eux, ils ont pas de hypertension, ils ont pas d'infarctus, ils ont pas des maladies modernes. Ils ont pas de ventre, pas de cancer, pas de diabète, pas de maladies neurodégénératives. OK? Pas d'acné. C'est-à-dire, ils ont pas les maladies modernes qu'on a ici, aujourd'hui. Alors, ça, c'est le régime de nos ancêtres. Vous voyez qu'en bleu, vous avez la graisse. Ils mangeaient beaucoup de graisse, comme je disais. En comparaison avec un régime recommandé par les experts en nutrition aujourd'hui, la graisse en bleu, il y en a pas beaucoup. C'est surtout des carbohydrates qu'on mange. Alors là, il faut dire que les graisses essentielles ajustent la satiété. Et ils sont anti-inflammatoires et c'est important aussi pour le système système nerveux central. Hein? C'est-à-dire pour tout ce qui est mémoire, concentration, attention, c'est vu que c'est la graisse importante. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des précurseurs pour les hormones comme le cortisol ou les hormones sexuelles ou la vitamine D. Alors, bon, ça, Monsieur Weston à Price, c'était un dentiste évolutif qui regardait les dents des ancêtres, des tribus, et il voit qu'ils n'ont pas de carie, même s'ils brossent pas les dents, il y a pas de carie. Ça se voit que ce sont des dents qui sont très bien, à différence de ce qu'on a trouvé, les fossiles qu'on a trouvé des crânes des hommes qui vivaient à partir de la révolution agricole avec l'introduction des céréales et le laitage. Là, on a trouvé beaucoup de caries et on a trouvé des bouches sans les dents. Hein.
Ça, ce sont des maladies la relation des maladies auto-immunes avec la perméabilité intestinale. La perméabilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir l'intestin, la muraille que je parlais, avec des trous, Alors, il y a plein de maladies dont on a trouvé dans ces personnes avec ces maladies qu'ils avaient un problème intestinal. Et on peut voir plusieurs maladies qui se développent vraiment. Je veux dire, il y a de plus en plus d'allergies, beaucoup plus d'asthme, beaucoup plus de maladies du Crohn, tout ça, le psoriasis, le diabète, l'eczéma. C'est vraiment des maladies qui sont développées et qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une pathologie auto-immune sans une perméabilité intestinale. Il faut toujours aller voir quand on a un patient avec une maladie de ce genre, il faut aller regarder l'intestin. C'est très important. Et les médecins aujourd'hui, on n'en trouve pas qui font ça. Hein. Quand le système immune est hyperactif, à cause de laitage légumineuse, des céréales, il est plus susceptible de faire des erreurs. OK? Pourtant, nous n'avons pas changé. Nous sommes déformés. OK? Là, vous voyez, en 5 générations, ça c'est un peu pour faire rire, mais moi je ris pas trop parce que vraiment c'est alarmant. Je vous parle de l'inflammation que je parlais tout à l'heure. L'inflammation, c'est le dénominateur commun de la majorité des maladies actuelles. Comme je disais tout à l'heure, une inflammation aiguë est nécessaire, mais elle doit être courte, intense et résolutive. C'est-à-dire, comme je disais, l'exemple de l'entorse de cheville, c'est bien d'avoir une inflammation pour réparer tout ce qui est abîmé. Mais quand une inflammation, elle se prolonge, elle se perpétue dans le temps, là, c'est un gros problème parce que le cerveau, il pense que c'est pas une inflammation, c'est une infection ou c'est quelque chose de plus grave. Et toute l'énergie est destinée pour le système immune. Si c'est un jour, c'est pas grave, 2, 3 jours. Mais quand on vit constamment comme ça avec un système immune hyperactif, le système immune pensait qu'il consomme beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que le reste du corps, quand on est fatigué, c'est parce qu'on n'a pas d'énergie. C'est peut-être parce qu'il y a une inflammation silencieuse qui est, on la sent pas, c'est le problème. Une inflammation aiguë, ça fait mal, mais ça fait pas mal. Et elle est provoquée par une nutrition, comme j'ai dit, avec beaucoup de carbohydrates, des pathogènes opportunistes qui rentrent parce que la muraille, elle est abîmée par un air toxique permanent quand on habite surtout dans les grandes villes. Le stress aussi a une influence directe sur les intestins et la manque de sommeil. OK? Et comme disait Andrew Meyer, le 90% de la population souffre aujourd'hui d'une inflammation chronique. Le 90%, c'est énorme. C'est la plupart des gens du monde occidental. Là, je peux passer assez vite parce que ce sont des toxines qu'on trouve dans le 100% des tissus. C'est-à-dire que si ici, on nous faisait une biopsie, on trouverait dans le tissu adipeux, dans la graisse, parce que c'est là où les toxines vont. On trouverait tous ces toxines-là qu'on trouve dans les plastiques, pesticides, fumée des cheminées, peinture, colle, tuyaux d'échappement, désinfectants, etc. Et tout ça. Oui, Mathieu. Et on nous vend les bouteilles d'eau comme étant des bouteilles d'eau de source, super bonnes pour la santé, meilleures que l'eau du robinet et tout ça. Sachez qu'entre le moment où l'eau est mise dans la bouteille et le moment où vous la consommez, c'est tellement passé de temps et l'eau a tellement été transportée, mise au soleil et tout ça qu'effectivement, il y a du plastique qui est à l'intérieur de l'eau. Et donc, quand on boit ça, on a, comme tu disais, de l'estyrène, donc entre autres, à l'intérieur de nous. Oui, tout à fait. Nous vivons dans un entourage très, très toxique, très toxique. Hein. Beaucoup de gens affectés pour mercure, plomb, insecticides. Et ce sont des toxines qui remplacent les hormones
aux récepteurs des cellules. Ce sont des substances qui ont une activité biologique. Hein? C'est très dangereux. En plus, ce sont des neurotoxines qui sont très difficiles après à éliminer. Voilà, Mathieu, j'ai fini la nourriture. Là, on commence avec le mouvement. Je vais un peu tard. Je sais pas. Je continue, ça va? OK. Allez, je vais un peu plus vite si je peux. Alors, le mouvement. Qu'est-ce que le mouvement? Alors, tous les médecins, tous les professionnels de santé nous ont dit toujours l'importance de l'exercice physique, mais vraiment, c'est pas, c'est important, mais c'est encore plus que ça. C'est vital de faire de l'exercice physique. C'est pas pour, on fait pas l'exercice physique pour maigrir. On fait l'exercice physique parce que c'est le système musculaire c'est un régulateur de tous les autres systèmes. Ok, c'est-à-dire le muscle c'est un organe endocrinien en soi-même. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 3 millions de personnes meurent chaque année en raison de l'inactivité physique. C'est une vraie maladie. OK? Alors, la sédentarité cause plus de décès que de fumée aussi. Donc, le confort nous blesse. Nous ne sommes pas conçus pour ça. On se lève le matin, on brosse les dents, on prend la douche, on prend le petit déjeuner, puis on s'assoit dans la voiture, on arrive au bureau, on reste assis pendant 8 heures, on mange assis, on arrive chez nous, on s'assoit pour regarder la télé et puis on s'endort allongé. Et dans quel moment on bouge? On n'a pas bougé, il n'y a pas d'activité physique dans la plupart des gens ici au monde occidental. Ça fait trop peu de temps qu'on peut appeler pour qu'on nous amène le manger chez nous. Ça n'existait pas avant, par exemple. Nous sommes conçus pour le cercle jeune. Les chasseurs-récollecteurs, avant, ils se réveillaient, ils n'avaient pas un frigo à côté pour manger. C'est-à-dire qu'ils bougeaient. Ils bougeaient, ils allaient chercher le manger. Ça, aujourd'hui, c'est l'activité physique. On est conçu pour le cercle jeune, puis action, c'est-à-dire le mouvement, faites, manger, comme je disais, ad libitum, les diètes restrictives, c'est n'importe quoi. Et puis après, le repos. Vous savez que quand on mange un petit peu, après on a envie de faire la sieste. Hein. C'est le fonctionnement de notre métabolisme. Il est conçu comme ça. C'est-à-dire que la nécessité active des gènes de mouvement spontané. Pardon. Alors, quand on a faim, avant, quand on avait faim, soif, on avait peur, on avait froid, on avait chaud et on avait la curiosité, on bougeait. Il fallait bouger pour trouver à manger, pour boire. Quand on avait peur parce qu'il y avait un tigre qui nous poursuivait, il fallait courir. Parce qu'on avait froid, on bougeait pour ne pas avoir froid. Quand on avait chaud, il fallait quelque chose que nous intéressait, on bougeait, la curiosité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on a faim? On a le frigo à 5 mètres. Quand on a soif, on a la bouteille à côté. Quand on a peur à quoi? Il n'y a pas de tigre. On a peur aux fantômes. Quand on a froid, on a le chauffage. Quand on a chaud, on a la clim. Et pour la curiosité, on a l'ordinateur, TV portable. On bouge pas. C'est très grave. Voilà, certains jours, j'ai trouvé cette diapo en français. C'est dur de trouver la motivation. Puis d'autres jours, c'est la motivation qui vous trouve. Ils devraient vendre des vélos avec l'accessoire ours, je pense, pour sortir tous les jours, faire du sport avec notre animal de compagnie.
Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? La tribu de chasseurs-récollecteurs, et puis à côté, la génération postérieure qui est occidentalisée. On bouge un 60% moins que nos ancêtres actuels. Mais notre génétique continue à nous demander un 100%. OK? Et il faut dire que le muscle est un outil fondamental pour traiter l'obésité. Il n'y a pas que les diètes, mais le sport, c'est super important. Là, dans cette graphique, pour moi, c'est important parce que on voit que pour la résistance à l'insuline, quand on fait une force résistance, un exercice de force, ça va. Quand on va courir, on fait du footing par exemple, c'est l'exercice aérobique, ça va encore mieux. Mais c'est l'ensemble des deux. Quand on fait résistance plus aérobique, qu'on trouve vraiment c'est un traitement. Pour moi, l'exercice physique, c'est un traitement pour la majorité des maladies et aussi pour la diabète. Alors ici, on voit que le mode de vie est encore plus puissant que la metformine. C'est le médicament pour la diabète. C'est-à-dire que si vous faites du sport et vous mangez comme il faut, vous respectez le sommeil et vous respectez le stress, mais surtout la nourriture, le mouvement, souvent pour la diabète type 2, il y a un changement dans le lifestyle, il n'y a même pas le besoin de la metformine. Et si on trouve l'évidence, c'est écrit en espagnol, je vous traduis un peu vite, tout ce qui fait l'exercice physique pour la prévention de cardiopathie, de ictus, d'hypertension artérielle, prévention de cancer, de quelques cancers, de la diabète type 2, le poids, vous le savez, de l'ostéoporose. Il y a plein, il y a une diminution des troubles cognitifs, de la dépression, de l'anxiété. Vraiment, l'exercice physique, elle a une puissance très, très, très forte. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, là, dans un genre d'exercice qui met la résistance et l'aérobie, on en avait parlé ensemble, je t'avais posé la question, tu m'avais dit le dernier, la résistance et aérobie, tu m'avais parlé de CrossFit, par exemple. CrossFit, c'est exactement ce qui rejoint l'aérobie et la résistance, donc il sera un genre de remède, en tout cas très puissant pour le diabète, c'est ça? Voilà, bon, j'aimerais avoir le temps de bien parler de tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu tard, mais voilà, la force résistance, par exemple, là c'est la mode, c'est le CrossFit, c'est-à-dire un HIIT, en anglais c'est HIIT, un High Intensity Interval Training, c'est-à-dire un entraînement intense et court, très intense et court. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps, parce que c'est l'excuse de la plupart des gens, avec un quart d'heure, 20 minutes par jour, parfois vous en avez assez pour faire ce genre d'exercice. Voilà. Et après, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que il y a pas, si vous faites 1 heure par jour d'exercice physique, vous allez au gym, c'est pas suffisant. C'est une idée qui est trop. On se trompe avec cette idée parce que la journée elle a 24 heures. Si pendant les 24 heures vous faites exercice physique pendant qu'1 heure, les autres 23 heures, qu'est-ce que vous faites? C'est mieux il faut regarder l'évolution. Nos ancêtres, ils bougeaient pendant toute la journée, ils marchaient pendant 10 kilomètres, tous les jours 10, 12 kilomètres. C'est mieux ça de bouger tout le temps que de faire 1 heure d'exercice physique. Bon, c'est déjà mieux que de ne rien faire, mais vraiment, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Mais bon.
Là, vous avez Monsieur Manohar Aish qui est mort l'année dernière à 104 ans. C'était un Indien qui entraînait plusieurs fois par jour euh, force aérobique et force résistance. Voilà, il était très fort. Ça, c'est juste une photo pour que vous voyez que les ancêtres ou les tribus, c'est pas parce qu'on est âgé que voilà, on peut pas faire du sport. Là, vous voyez au milieu, il y a une personne qui est âgée, qui est très très forte. Et là, c'est juste pour vous dire que dans la société, on trouve on cherche tout le temps le cachet, non, la pilule pour tout guérir. C'est ce que euh, c'est ce que tout dans notre société, dans la médecine, on est en train de chercher quelque chose, d'inventer une pilule qui pour guérir toutes les maladies. Ben, cette pilule, on l'a déjà depuis des décennies, des milliers d'années, c'est l'exercice physique. Voilà, là, c'est juste pour vous dire, entraîne moins, bouge plus, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la peine d'entraîner une heure par jour, je vous l'ai dit déjà, il faut bouger, parce qu'aujourd'hui, on est assis toute la journée, après on bouge une heure, ça va. Mais le but, c'est de bouger un peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les 40 heures de travail par semaine, c'est difficile. Ben voilà, justement, c'est le problème. Peut-être qu'il faudrait pas travailler 40 heures par semaine. Je pense qu'il faudrait travailler moins pour avoir plus de temps pour nous. Il faut travailler des mouvements, pas des muscles. Quand on va au gym, on s'assoit sur une machine et on travaille le biceps. Là, vous travaillez le biceps. Qu'est-ce que vous faites avec un biceps gros? Vous ne faites rien après dans la vie. Si vous devez surlever un poids, voilà, il faut travailler des chaînes musculaires. Là, on peut travailler à l'extérieur, dans la nature. La nature est le meilleur gym et en plus c'est gratuit et il faut s'amuser. Pourtant, train like a hunter, not like a hamster. Ok, ça c'est clair, vous comprenez. Conclusion, voilà, l'histoire de l'humanité peut se résumer en 3 phases. Pour moi, c'est l'âge des chasseurs-récollecteurs, là où les humains ont vécu pendant le 95% du temps. C'est d'aller d'un endroit à l'autre, de bouger constamment. On est conçu pour ça, pour faire des kilomètres tous les jours. Après, à partir de la révolution agricole, il y a l'âge sédentaire, c'est de rester dans un endroit particulier. Bon, c'est vrai que pour la récolte, il faisait d'exercice, mais beaucoup moins que dans l'âge des chasseurs-récollecteurs. Mais aujourd'hui, l'âge de la globalisation, c'est d'être partout en même temps, c'est-à-dire être assis et regarder par l'ordinateur les paysages. Ça va, Mathieu? Je continue? Ok, j'ai fait les 2 piliers pour moi, les principaux, c'est la nourriture et le mouvement. Il me reste, mais j'ai que 3 diapos pour chacune. Je finis, c'est le rythme circadien. Voilà, et après le stress. Le rythme circadien, c'est pour vous faire montrer que vraiment cette photo, c'est évident l'importance du soleil. Le soleil a été toujours avec nous. Il faut le respecter. Le soleil, voilà, il a modulé nos gènes. Il faut pas avoir peur du soleil. C'est-à-dire, bon, ça c'est un peu une exagération, mais moi je vois dans les plages des personnes qui vont habiller parce qu'ils ont peur. Et aujourd'hui, il y a plus de problèmes à cause de ne pas avoir comment dire, de ne pas avoir assez de vitamine D que de plus. Hein. Il y a plus de problèmes pour avoir le soleil que de ne pas en avoir. Et en plus, on sort là avec les crèmes solaires, c'est-à-dire il faut changer cette peur.
Ok, au soleil, le soleil, il a très bénéfices. Et sa déficience, vous le voyez ici, au niveau du cerveau, au niveau des muscles, des os. On a besoin de la vitamine D pour fixer le calcium aux os. En plus, la vitamine D, c'est une immunomodulateur, c'est-à-dire pour le système immune, c'est très important pour combattre les virus, les bactéries. Il faut avoir. Et il y a une déficience très importante du mois de novembre jusqu'au mois de mai, en hiver surtout. Alors là, moi, sur tous mes patients, je donne un supplément, une supplémentation en vitamine D parce que c'est vraiment très importante. Et voilà, c'est ce que je disais, si on faisait comme nos ancêtres, on travaillerait toujours, on serait toujours à l'extérieur, ça serait pas besoin de prendre une supplémentation pour la vitamine D. Là, ce qu'on voit, c'est à gauche l'importance de la lumière. Avant, comme on habitait, on était toujours à l'extérieur, on avait beaucoup de lumière. Et après la nuit, il n'y avait pas de lumière artificielle. Ça, c'est pour notre rythme circadien. Moi, j'ai des patients qui ont des problèmes d'insomnie, qui ne dorment pas bien la nuit. C'est parce que je pense qu'il y a cette différence entre la journée et la nuit. Ça serait physiologique, normal à gauche. Et aujourd'hui, ce qu'on voit à droite, c'est que la journée, puisqu'on vit enfermé, il n'y a presque pas de lumière. On ne reçoit pas la lumière suffisante de l'extérieur. Et puis le soir, on reçoit trop de lumière artificielle. Et là, il y a un déséquilibre. Voilà. Et pour le stress, vous connaissez un petit peu, vous, le stress, tout le monde a eu un peu de stress, d'anxiété dans la vie. Le problème de le stress, c'est un peu comme l'inflammation. Il faut avoir un stress. Le stress, c'est pas mauvais, comme vous voyez ici. Le stress, mais c'est comme l'inflammation, elle doit être courte, elle doit être intense et résolutif. Avant, le stress d'avant, c'était un tigre qui nous poursuivait et il y avait une réaction. La solution, c'était de courir. Justement, aujourd'hui, quand on a du stress, c'est pour ça que de faire du sport, ça va bien pour le stress aussi. Ok. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas le stress de l'animal qui nous poursuit. On a le stress de notre directeur qui nous agace ou on a une hypothèque qu'il faut payer tous les mois. Ça, c'est un stress chronique. Le stress chronique, c'est très dangereux. Moi, je l'ai eu à cause de ma maladie. J'ai eu un stress chronique et il y a beaucoup de conséquences. Voilà, il faut bien gérer ce stress. Il faut agir quand on a un stress et c'est important qu'il reste pas, qu'il se perpétue pas, qu'il reste pas pour longtemps. Voilà. Dire uniquement que le stress chronique, il va directement au système immunitaire. Aussi, il y a des problèmes au système cardiovasculaire et au système nerveux central. Il a des conséquences, le stress chronique. Ici, vous avez je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les axes, c'est-à-dire que l'axe du stress, il est partagé avec l'axe, par exemple, de la reproduction, c'est-à-dire qu'il y a une même origine à niveau de l'hypothalamus qui se trouve au cerveau. Avec ça, je veux dire que quand on a un stress qui est chronique, on peut freiner l'axe, par exemple, de la reproduction. Il y a des femmes qui peuvent pas rester enceintes souvent à cause du stress parce qu'ils partagent ces axes. Il y a comment dire, l'inicio, ça commence au niveau du cerveau et voilà, quand il y a un axe, les autres, ils restent un peu freinés. Je suis désolé, je vais vite avec ça. Là, j'aimerais que, je finis. J'aimerais que vous regardiez cette image et vous la comparez, cette image verte, avec celle-là. C'est vraiment, ce paysage vert génère des hormones de la félicité.
parce que voilà, la plupart du temps, on a eu ce paysage devant nous et ça n'a rien à voir avec celui-là, avec une grande ville, par exemple. Au Japon, le premier traitement pour la dépression, avant que les cachets, au Japon, ils envoient les patients à la montagne, par exemple. Et voilà, c'est la dernière diapo, je pense. Bon, c'est la fenêtre de l'opportunité. Juste vous dire que l'importance de bien faire les choses, les mamans, quand vous êtes enceinte, parce que vraiment, la programmation à partir de 0 ans et jusqu'aux 3 ans, c'est très importante pour le futur bébé quand il sera adulte. Il aura moins de risques d'avoir des maladies si dans les premières 3 années, il reçoit ce qu'il faut recevoir et quand le bébé, il est dans le ventre de maman, si maman, il mange comme il faut manger, il n'a pas de stress et il vit une vie tranquille. Il y a la littérature scientifique qui nous dit que le bébé, après, quand il sera adulte, il aura beaucoup moins ou il aura moins de risques pour avoir quelques maladies. Et juste, je veux finir avec Dalai Lama qui disait « Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd sa santé pour gagner de l'argent. Ensuite, il perd l'argent pour récupérer sa santé. Et pour penser anxieusement au futur, il ne profite pas le présent. Alors, il ne vit ni le présent ni le futur. Et il vit comme s'il n'avait jamais à mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. » Et ça, c'est juste... J'ai ajouté, Mathieu, excuse-moi, parce que je sais que toi, tu es un entrepreneur et je pense que peut-être les personnes qui vont voir cette exposition, ce sont des entrepreneurs un peu comme vous. Comme vous, vous voulez apprendre à créer votre avenir dans le travail et ne pas dépendre tellement du gouvernement ou des grandes entreprises pour gagner votre vie. Il faudrait aussi qu'on prenne le contrôle de notre santé et ne pas dépendre autant du système de santé ou de la grande industrie alimentaire ou pharmaceutique. Voilà, merci beaucoup. Si vous connaissez des gens qui, comme moi, ont souffert ou souffrent des maladies chroniques et ont reçu l'étiquette d'incurable de la part de ces médecins, sachez que chronique, j'insiste, ça veut dire de longue durée, mais non pour toujours. Ça, c'est important. Si vous connaissez quelqu'un qui a des maladies chroniques modernes, ou quelque chose que vous voulez parler, discuter. Moi, ça a coupé. C'était un peu instable à la fin, donc ça a coupé un peu. Est-ce qu'il y en a qui veulent justement rajouter quelque chose? Ce que je voulais, moi, rajouter, c'est que effectivement, tout le monde est différent et que là, il vous a donné une idée globale et que si quelqu'un veut aller plus loin dans cette discussion-là et tout ça, ben, effectivement, vous pouvez prendre son email qui est xarofo@hotmail.com. Il pourra vous expliquer comment ça marche. Marie-Michel, je pense que tu voulais parler, tu voulais dire quelque chose. Ah, ben, je voulais juste savoir, dans le fond, pour les tarifs pour les rencontres puis tout ça, comment ça fonctionne. On t'envoie un courriel puis tu nous expliques la marche à suivre. Oui. Les tarifs? Ouais, ben c'est ça, dans le fond. Parce que je sais pas si je parle bien, là, j'ai le rhume. Mais comment ça fonctionne pour ben pas te rencontrer parce que t'es loin, mais par Skype ou quoi que ce soit pour des rencontres, les tarifs puis des consultations. D'accord, oui. Tu allais parler, Mathieu? Non. Non, vas-y, je te laisse la main. Ah, d'accord. Normalement, comme tarif, la première séance, elle est un peu plus longue que les autres parce que je fais une bonne histoire clinique. Je vais voir tout ce qu'il y a pas aujourd'hui, mais dans le passé. Alors, ça prend du temps. C'est 60 € la première séance, puis toutes les autres, c'est 50 €. Et normalement, c'est une séance tous les 3-4 semaines. Pas plus. Pas la peine parce que je demande de faire un changement
d'habitude, de lifestyle, non, de changement dans le mode de vie. Et normalement, j'ai besoin de quelques semaines pour voir les résultats. C'est pas comme quand je faisais des kinés. La kiné, c'était une fois par semaine ou parfois 2-3 fois par semaine. Là, c'est vraiment faire des séances 1 heure et quelques. Voilà, une fois tous les 4 semaines à peu près. Et si jamais, voilà, si c'est Marie-Michel, c'est ça? Mhm. Ouais. Si tu veux, pour toi ou pour quelqu'un d'autre que tu connais, Non, pour c'est moi. juste m'envoyer un mail dans le mail qu'il y a écrit ici. Et voilà, on fait le Skype pour le jour que ça te va. OK, fait que dans le fond, nous autres, on a juste à calculer en canadien, puis pour les sous, là. Ah, Mhm. je pensais que, je sais pas pourquoi, je pensais que t'étais en France. Non, non, c'est au Québec. Ok, alors je sais pas, je connais pas ici. Parce Là. que 60 € pour nous, c'est comme 110 $120 je pense. 90. Ah, c'est pas super. OK. 90 et la première 60 euros, c'est la première rencontre, donc 90 à peu près 90 $. Et c'est combien de temps à peu près la première séance? Tu dis que ça prend un peu plus de 1 heure et demie temps. la première séance, ou 1 heure et quelques, après 1 h 50, ouais. Ouais. Et le reste, c'est 75 $. Donc, 75 $, c'est 50 euros à peu près. OK. Merci. Donc, tout ça pour vous dire qu'en gros, on voulait vous donner l'information globale. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser là aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui ont des questions par rapport à la présentation qu'on vient de voir là, l'objectif, c'était vraiment de prendre conscience de plusieurs choses, en fait, de la vie. C'est qu'effectivement, on parle beaucoup dans notre démarche d'entrepreneur et tout ça, on parle énormément de justement au niveau de la santé, au niveau du style de vie, au niveau de justement le travail 40 heures semaine et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour profiter de notre vie à nous. Et qu'effectivement, beaucoup de gens, en fait, sont assis, comme on disait, on a arrêté le mouvement et tout ça. Et donc, l'importance de remettre ça en avant dans notre vie de tous les jours, c'est quand même super important. Maintenant, s'il y en a qui, comme on disait, c'est que chaque personne est différente et chaque chose, il y en a qui vont être plus affectés par un certain style de vie ou par une certaine alimentation que d'autres. Et là, c'est plus spécialisé et c'est pour ça que s'il y en a qui veulent aller plus loin sur des choses spécifiques, ben là, c'est là que vous pouvez avoir une rencontre par Skype avec Xavier. Il y avait une question que j'ai notée pendant la rencontre, Xavier. Je ne sais pas si tu peux, je sais pas si ça peut, si tu peux répondre ou pas. Il dit, c'est Seb qui dit, mon beau-père a beaucoup de problèmes de diabète. Il ne guérit pas du tout. Il a fallu qu'il se fasse amputer déjà à 2 reprises et présentement bientôt une 3e. Enfin, j'espère pas, mais est-ce que son alimentation pourrait l'aider? Il prend énormément de médicaments aussi. Alors là, ça dépend si la diabète c'est de type 1 ou de type 2. Mm-hmm. La diabète 2, c'est 100% en style de vie. La diabète 2, c'est normalement ça vient pas quand on est petit, mais quand on est adulte. Mm-hmm. Et c'est style de vie, c'est en changeant le mode de vie qu'on peut vraiment enlever la médication. Par contre, la diabète type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est notre propre système immune qui attaque nos cellules bêta du pancréas. Et là, c'est plus difficile, bien sûr. Normalement, la diabète type 1, c'est auto-immune et ça vient quand on est tout jeune. Et là, on peut faire des choses toujours, mais c'est plus difficile qu'avec la diabète type 2. C'est sûr. Il y en a qui demandaient effectivement le carbohydrate, qu'est-ce que c'était le carbohydrate? Et donc, on a répondu, c'était plutôt le blé, tout ce qui est céréales, pâtes, pain, tout ça. C'est bien ça? Le carbohydrate, en fait, le carbohydrate, quand j'enlève le pain, les pâtes, tout ça, on me dit, mais alors, qu'est-ce que je vais manger comme carbohydrate? Ben, il faut que vous sachiez que tout ce qui est les fruits, les verdures, comment dire, les légumes, hein, en français, tout ça, ce sont des carbohydrates.
Le problème, c'est qu'on pense que les carbohydrates, c'est que les pâtes, le pain. Mais carbohydrates, c'est tout. Le problème, c'est le carbohydrate raffiné. Ce qui est raffiné, c'est le pain, les pâtes, tout ce qui est raffiné, processé, comme le sucre, voilà, la fructose, les jus d'orange, par exemple, c'est un raffinement aussi. Il faut manger l'orange entière, non? La pièce de fruit entière. Quand on fait un jus, bon, là c'est un raffinement, par exemple. Et pour les pâtes, par exemple, ou pour le pain, c'est pareil. C'est un carbohydrate qui est raffiné. Il faut prendre... Moi, il y a une différence entre les aliments. Ce que je disais, c'est un seul ingrédient et qu'on peut trouver dans la nature. Et après, il y a les carbohydrates qui sont processés, qui sont manipulés et qui sont raffinés et que parfois ils ont plusieurs et qui font, ce que je disais, une hyperglycémie très forte, contrairement avec les carbohydrates qu'on trouve dans la nature. Super. Oui, j'aurais une petite question. J'ai fait un infarctus il y a quelques années déjà. Et on m'a donné de la médication pour baisser mon cholestérol et puis éclaircir le sang. Et ça finissait plus. Et je me sentais vraiment, vraiment mal avec ces médicaments-là. J'ai complètement cessé d'arrêter de prendre ces médicaments pour faire une recherche, pour aller chercher des suppléments que je pouvais retrouver dans la nourriture pour faire monter mon bon cholestérol. Et là, je viens de revoir mon cardiologue il y a environ une semaine. Mm-hmm. Et, il a vu que je n'avais rien pris pendant toutes ces années-là. Il m'a dit, écoute, Cor, tu t'en vas vers la tombe. Et donc, il m'a represcrit des Lipitor pour baisser mon cholestérol. Et tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez parlé que le cholestérol, c'était nécessaire et c'était bon. Alors, j'aimerais savoir quoi faire vraiment, là. Le cholestérol est vital, ouais, est vital pour la vie. Il y a, je ne sais pas comment on dit en français. Chez nous, c'est statinas. Je ne sais pas si c'est statine. Bon, c'est le médicament que le cardiologue donne pour descendre les niveaux de cholestérol. Et ça, je pense, que c'est une erreur. C'est-à-dire le cholestérol dans une analytique, il ne donne pas trop d'informations. Il faut voir d'autres choses dans les analytiques. Les triglycérides, je ne sais pas si on dit en français. Bon, après, vous connaissez qu'il y a le cholestérol bon, le cholestérol mauvais. Bon, il faut voir tout ça. Il faut voir tout ça dans une analytique. Mais vraiment, si on fait des changements de mode de vie avec toutes les choses qu'on a parlé aujourd'hui, ça ne devrait pas être nécessaire de prendre des cachets pour le cholestérol. Le cholestérol, quand il dépasse de 200, les médecins, je ne sais pas pourquoi, ils ont une alarme qu'il faut le descendre. Non, le cholestérol, il peut être à 200 sans problème. C'est mieux qu'il soit à 200 qu'il soit à 100. OK? Voilà. Mais ça, là, c'est difficile. Il faut voir chaque cas, c'est personnel. Hein. Après, voilà, faut voir plusieurs choses. Mais là, je n'ose pas de dire, voilà, le cholestérol, il faut avoir du cholestérol. Non, c'est pas ça non plus. Mais c'est vrai que parfois, il y a plus de problèmes de santé pour avoir le cholestérol très bas à cause des médicaments que d'avoir le cholestérol un peu plus haut. Ouais, il m'a dit que mon bon cholestérol, il était très bien et parce que le mauvais cholestérol, il était à 5,1. Je ne sais pas c'est combien en France, là, en tant que on parle de centaines, là. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Il était inquiet. Fait que, là, il faudrait voir vraiment, comme disait Xavier, les analytiques spécifiques, parce que là, c'est assez personnel. Et effectivement, comme il dit, il peut pas dire il faut du cholestérol ou il faut pas du cholestérol, ça dépend d'un ensemble de choses.
Voilà, et en plus, vous dire aussi que il n'y a pas de cholestérol bon en fait et de cholestérol mauvais. Les deux cholestérols sont nécessaires. Le LDL et le HDL sont nécessaires en fait. Mais je sais pas pourquoi, il y en a un qui, on dit que c'est le bon, l'autre c'est le mauvais. Les deux, ils sont nécessaires. Mais voilà, on n'a pas le temps, mais il faut voir les particules. Normalement, c'est LDLP, pas LDLC. Le LDLC, c'est le cholestérol total, mais ça donne peu d'informations. Il faut regarder combien de particules de cholestérol. Bon, c'est une histoire, mais voilà. Je voulais juste aussi dire, j'ai pensé à ça, quand vous... Oui, dis-moi, Est-ce que Mathieu. tu peux juste faire stop share en haut et continuer à parler? Je fais stop share? Ouais, Ah, OK. Ouais. Et puis comme ça, tu peux continuer à parler. Voilà, vas-y, continue. C'est bien. Non, comment, avant, quand on parlait du pain, tout ça, comment on fait un foie gras au canard? Ils mettent un entonnoir, je crois qu'on appelle ça. Mm-hmm. En entonnoir et on verse les céréales dans l'entonnoir. Et comme ça, on crée un foie gras. Ben, chez les humains, c'est pareil. Quand on mange des céréales tous les jours, on peut provoquer un foie gras, ce qu'on appelle un foie gras non alcoolique. Parfois, on va chez le médecin et on nous dit, écoutez, vous avez un foie gras, il faudrait, ne buvez pas de l'alcool. Et le patient il dit, mais moi, je bois pas de l'alcool. Souvent, ils savent pas que ce foie gras non alcoolique, c'est à cause, comme le foie gras du canard, entonnoir, verser les céréales comme on mange tous les jours des céréales, et c'est la même chose. Génial. Est-ce que ça vous a plu? Marquez-nous dans le chat. Est-ce que ça vous a plu cette présentation? J'aimerais qu'on dise un gros merci à Xavier pour cette présentation qu'il nous a fait. Franchement, ça fait maintenant, ça va faire presque 2 heures qu'on est en ligne. J'espère que vous avez eu beaucoup d'informations intéressantes. C'est un super cadeau de Noël. Merci énormément, Xavier. Là, les commentaires arrivent. Il y en a qui disent... il y a eu beaucoup de commentaires pendant la présentation. Il y en a qui sont complètement... tout le monde est bien d'accord avec toi. La grosse majorité, il y en a certains qui disaient justement qu'ils ne mangeaient pas de tout ce que tu disais, justement, c'était déjà barré. Donc, il y en a qui avaient déjà mis en place certaines choses que tu leur apportais aujourd'hui. Donc, c'était très bien de confirmer ça. Et là, on a des commentaires où il y en a un qui dit « Moi, je vais prendre contact pour mon beau-père et son diabète. » Merci beaucoup, Xavier, pour la belle présentation. Merci. Merci, full, merci. Vraiment intéressant, très intéressant. Merci beaucoup. Très belle présentation. Merci beaucoup. Ça a été super intéressant. Et il y a Pascal qui pose peut-être une dernière question qui dit « Est-ce vrai que les cellules cancéreuses sont nourries par une acidité élevée dans notre système? Et si oui, est-ce que la chlorophylle peut être bon pour cela? » Bon, là, je dois dire que la psychoneuroimmunologie ne traite pas le cancer. Pour moi, j'ai beaucoup de respect au cancer. C'est vrai que je pense qu'avec un changement de vie, il y aurait moins... Si on faisait les choses comme il faut, il y aurait beaucoup moins de risques de cancer. Mais je n'ose pas. Et la psychoneuroimmunologie ne traite pas le cancer. C'est trop sérieux pour dire qu'on peut soigner un cancer avec la chlorophylle ou je sais pas quoi. C'est pas mon domaine, le cancer, vraiment. Pour moi, c'est les maladies chroniques que j'ai, la liste que j'ai donnée, c'est ce que je traite. Le cancer, normalement, oui, je peux dire qu'avec un mode de vie qui soit correct, je pense vraiment qu'il y aurait beaucoup moins de risques de cancer. Mais si là je dis qu'avec telle chose on peut guérir le cancer, après j'aurai des gens qui vont me dire bon, t'es fou, qu'est-ce que tu penses ici? Il y a plein d'investigations pour ça. Non, je n'ose pas, vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui ont fait des livres et qui disent que
pas nécessairement cancer, mais que énormément de maladies qui se développent dans un corps qui est acide, dans un corps qui est... Et l'acidité est créée par ce qu'on mange, par le stress, par un manque de soleil, par... C'est un peu tout ce que tu apportais aujourd'hui. Voilà, c'est un tout. C'est un tout, c'est un global. C'est vrai que j'ai parlé un petit peu, je pense, dans la diapo de laitage. Il y a quelques études qui disent que les laitages peuvent provoquer un cancer, peuvent accélérer un cancer de prostate, par exemple, chez les hommes. C'est vrai. Mais comme tu dis, après le stress, je pense que le stress, on ne donne pas l'importance suffisante pour dire que le stress, c'est une cause pour les cancers. Je pense que oui. Et voilà, le mode de vie en général, c'est vraiment le cancer, comme je disais, c'est une maladie que ça n'existait pas. Il y a nos ancêtres, je pense que il n'y avait pas le cancer. Ça fait vraiment pas trop de temps qu'on a cette montée exponentielle de maladies comme celle-là. Mais comme je disais, voilà, moi personnellement, je traite pas cette maladie. Donc voilà, donc plus de soleil, moins de stress, meilleure alimentation et beaucoup plus de mouvement. Voilà ce qu'on peut. J'ai une question. Vas-y. Parce que tu sais, il parlait beaucoup de la vitamine D, le soleil, puis nanana. Puis en étant au Québec, ben c'est ça, hein, la neige par-dessus les oreilles, puis le manque de lumière, puis de soleil. Puis moi, ça m'affecte vraiment beaucoup. Puis ben c'est ça, à part aller dans le sud plein de fois, ça coûte cher. Mais sinon, est-ce que la luminothérapie avec les lampes qui reproduisent la lumière du soleil, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact positif sur notre santé durant l'hiver? Voilà, la luminothérapie, je connais pas trop, mais ce que je fais normalement avec mes patients et avec moi-même, c'est de prendre, comme j'ai dit, des supplémentations. Ouais, on dit supplémentation de vitamine D. Normalement, à partir du mois de octobre-novembre jusqu'au mois de mai, c'est tout l'hiver que normalement il y a moins de soleil, les rayons sont, c'est pas comme les rayons en été. Et c'est une époque qu'il y a, normalement, je trouve dans les analytiques de tous les patients, une déficience de vitamine D. Et la vitamine D, comme vous dites bien, c'est super important d'avoir des niveaux un peu plus hauts. Et là, dans ce cas, normalement, je donne toujours une supplémentation. Ce sont des petites bouteilles qu'on boit tous les 15 jours à peu près. Et avec ça, on maintient les niveaux. Il faut dire que la supplémentation, c'est toujours ça, c'est une supplémentation. Le mieux, c'est de l'exposition au soleil. Et c'est comme la nourriture. La nourriture, il y a des supplémentations en vitamines, en minéraux. C'est bien de donner quand il y a un manque très fort. Mais moi, je dis toujours d'abord l'aliment, le nutriment, tout devant de la supplémentation toujours. Hein? Ouais. Mais c'est quoi? C'est liquide puis qu'on prend en 2 semaines? C'est pas des capsules qu'on prend chaque jour? Non, je sais pas en Canada, mais ici à Barcelone, normalement, dans les pharmacies, on trouve des petites, c'est pas des ampoules, on dit? Des ampoules petites. On les prend à peu près 15 jours. Ça dépend aussi de s'il faut donner beaucoup de doses ou moins de doses, mais à peu près, c'est pas tous les jours, c'est tous les 15 jours ou une fois par mois. On boit cette ampoule et comme ça, on peut maintenir les niveaux de vitamine D. Y a-t-il un certain milligrammes à respecter? Moi, je parle en unités internationales. Normalement, je prends à peu près 10 000 unités internationales tous les 15 jours. Mais comme je disais, ça dépend. Chaque personne, c'est un monde différent. Il faut voir. OK. Merci. Merci. Qu'est-ce que je t'ai ramené, Nicole, de la Thaïlande? La boîte rose, c'est quoi déjà? Faut enlever le mute. Juste me rappeler, c'est quoi le...
C'est du collagène. Collagène. Le collagène, super bon pour la santé et on en manque. On en avait beaucoup dans notre alimentation par le passé et justement par les produits raffinés et tout ça, on en manque énormément dans notre alimentation d'aujourd'hui du collagène. Et sachez que au Canada, en tout cas, je ne sais pas en Europe, mais au Canada, j'ai essayé de trouver du collagène en capsule et les doses que je trouvais étaient de 0,1 ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, c'était 0,1 mg ou 0,8 mg par capsule. Et ce que j'avais trouvé comme article sur Internet, sur des forums et tout, il fallait 10 mg par jour. Donc, je me suis dit, mais à 0,8, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne 10 pilules par jour pour arriver à la dose qu'eux conseillent, en fait. Je trouvais ça juste de la folie parce qu'ils vendent ça super cher en plus au Canada. Et j'avais demandé à la pharmacienne et elle m'avait dit non, c'est hyper dangereux, trop de collagène. Pour elle, c'était genre impressionnant. Et c'est pour ça que j'en ramène de la Thaïlande au Canada parce qu'ici, ça se vend pas en dessous de 10 mg. C'est des boîtes et chaque sachet, c'est 10 mg. Donc, quand on parle des doses prescrites, quand j'avais fait des recherches qui disaient de prendre 10 mg de collagène, ici, ça se vend pas en dessous de 10 mg. Au Canada, ils te vendent ça à des prix de fou avec une dose tellement minime qui te mélange plein de trucs avec ça, qui au final font en sorte que t'arrives pas à la dose. Donc, quand on parle de vitamine D, c'est pour ça que j'ai eu c'est pour ça que j'y ai pensé. Parce qu'on demandait combien de milligrammes de vitamine D, en fait, on aurait de besoin. Ben, sachez que c'est possible qu'au Canada, on soit carrément en dessous des doses parce qu'ils mélangent ça avec très peu. Et dans les produits homéopathiques, c'est tellement dilué et tout ça qu'au final, on n'arrive pas à... C'est pas la dose du tout qui est nécessaire, en fait. Donc, ils te vendent ça des prix de fou pour rien, en fait. Il n'y a pas d'effet. Parce que c'est tellement trop minime. La dose est tellement petite. Tandis que peut-être qu'effectivement, là, les petites bouteilles, comme tu dis, les ampoules que tu as en Espagne, je ne sais pas si on peut trouver cette dose-là au Canada. Il faudrait rechercher. Ce serait super intéressant s'il y en a qui peuvent aller voir, de nous le dire. Pascal nous dit, habituellement, c'est 1000 mg par jour. 1000 mg de vitamine D, oui, OK, en liquide. Tu peux en trouver chez Costco, qualité supérieure à 20 $ en pilule. Voilà, donc un nom précis, je vais te l'envoyer en privé. OK, bon. En tout cas, voilà. Donc, on a un peu plus d'informations. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Xavier? Non, juste vous remercier pour cette occasion, pour cette exposition. C'est vraiment un plaisir. Et juste, je vais essayer pour la prochaine de parler un peu mieux mon français. Et voilà. D'avoir un peu plus de temps aussi pour l'exposition parce que parfois j'aime pas aller vite avec les diapos parce qu'il y en a qui sont très intéressantes que surtout les dernières je suis allé trop vite mais j'espère que les gens ils ont pris le concept basique tout ce que je voulais exposer en général mon idée. Je pense que oui. En tout cas, les gens disent merci, ton français est très bon, merci. Voilà, donc en gros, les gens sont très reconnaissants. Merci beaucoup à toi, Xavier. C'est vraiment, vraiment super de ta part d'avoir fait cette présentation et de l'avoir traduite en plus en français pour nous. C'est assez exceptionnel. Donc, un gros merci à toi. Merci à tous ceux qui ont été là aujourd'hui. Et puis, si vous regardez la rediffusion, ben merci à tous. Et puis sur ça, ben on va se dire bonne journée, bon dimanche, profitez, sortez dehors, allez faire du mouvement, évacuez le stress de la semaine, pensez à autre chose et puis on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on est le 24 décembre. Le dimanche, c'est le 24 décembre. Donc, on va voir si on peut pas faire peut-être le 23, le samedi au lieu du dimanche. Ou sinon juste reporter parce que là ça va être les fêtes, c'est Noël, c'est les journées en famille. Donc je sais que c'est très important la famille et c'est justement pour ça qu'on fait ce qu'on fait, c'est pour avoir plus de temps de qualité entre autres en famille. Donc profitez-en. Il est bien possible qu'on annule complètement juste les 2 prochaines conférences parce que Noël et Jour de l'An tombent le week-end. On se fera des lives sur Facebook dans la semaine. On essaiera de se trouver du temps pour échanger ensemble ou dans le chat. Mais
profitez du temps que vous avez. Noël, c'est un moment propice justement pour essayer d'être en famille et tout ça. Donc, profitez de ce moment-là et on se revoit très bientôt. Et de toute façon, on est là sur le groupe et sur le chat continuellement. Merci à tous. Joyeuses fêtes. Marie-Michel, comme dit, joyeuses fêtes aussi. Joyeux Noël, joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez-en bien. Xavier, encore un gros merci à toi. Merci à vous. Joyeux Noël aussi à vous. Merci. Feliz Navidad. Je ne sais pas comment ça se dit en catalan. Feliz Navidad et en catalan, c'est Bon Nadal. Bon Nadal? Bon Nadal. Bon Nadal. Super. Ou Buenas Festas. Hein? Buenas Festas. Buenas Fiestas. Parfait. Super. Merci à tous et puis à très vite. Ciao, ciao.